Bonjour à toutes et à tous, je suis Annelise Selzer et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Lean Connection, un webinaire de l'Institut Lean France destiné aux curieux comme aux passionnés du Lean. Le but de notre rendez-vous mensuel est de vous faire découvrir le Lean sous toutes ses formes, grâce à des entretiens avec des femmes et des hommes qui le pratiquent au quotidien ou écrivent sur ce sujet, et vous donner ainsi envie d'en savoir davantage et d'en retirer des apprentissages pour vous-même. C'est parti! Bonsoir à tous, déjà. Bonsoir. Rebonsoir pour ceux qui étaient là juste avant. Je suis ravie de vous retrouver pour pouvoir discuter à nouveau de de Lean avec vous, puisque c'est notre rendez-vous mensuel pour parler avec ceux qui pratiquent le Lean, ceux qui écrivent sur le Lean, ceux qui sont, qui sont sensei, en tout cas tous ceux parmi vous qui sont intéressés par notre sujet. Et alors, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Michael Ballet, évidemment. Je dis ça comme si tout le monde te connaissait, tu vois, j'ai une espèce de prise. Donc, Michael Ballet. Faut dire qu'on se parle souvent, en fait. Ouais, c'est ça. Nous, on se connaît un peu quand même, c'est clair. Annelise Selzer, quel plaisir de vous voir. Merci. Alors, ce soir, la dernière fois que tu étais venu, nous avions parlé de ton dernier livre en date qui était Réussir en équipe. C'était déjà il y a quelques mois. Qui a Je ne sais pas. C'est annoncé aujourd'hui. Ah, j'ai même pas vu. J'ai vu que tu avais passé un truc, mais je n'ai même pas regardé. Tu veux dire un million de ventes? Ce serait bien ça. Non, on a eu le prix Shingo, le Shingo Ah oui, Award. oui, 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 c'est vrai en plus, excuse-moi, prix Shingo. Ils l'ont annoncé aujourd'hui, oui. Très bien. Et du coup, c'est le ton? Cinquième? Moi? Ouais. euh, Ouais, oui, c'est mon Cinquième cinquième. Preshingo. Pour ceux qui ne savent pas, le Preshingo, c'est évidemment un prix qui est donné par l'Institut Shingo. Ça doit être l'Institut, hein, c'est ça, le Shingo Oui, Institute, quelque chose comme ça, c'est Shingo. et qui est américain et qui récompense des livres marquants, L'excellence. voilà, l'excellence, les livres qui font avancer le sujet du Lean. Et donc, bravo, Mickaël et toute l'équipe de réussir en équipe pour ce cinquième prix. Alors, celui d'avant, ça devait être devenir un leader Lean. Il y a dû avoir la Ouais. stratégie Lean. Non, non, ils nous l'ont pas donné. Le bouquin, par Le contre, j'ai livre. écrit le livre Ouais, parce que comme tout, c'est parce que ça va contre leur modèle de conseil en fait. ouais. Donc, bon, en tout cas, et le premier, c'était Goldmine, j'imagine. J'ai eu pour le Goldman, le Lean Manager et Lead with Respect. Ouais. Bon, donc un beau palmarès, bravo. Et Dan Alors, était jaloux parce que je crois que je l'ai battu. ah, bon, bah écoute, il lui reste à écrire un nouveau livre et à le Oui. recevoir. Pas formidable. Alors, ce soir, on n'est pas là pour parler d'un de tes livres, parce qu'en fait, on s'est dit que ça serait intéressant pour continuer nos discussions, Lean, et notamment celles engagées lors du confinement avec le Book Club, de revenir pendant l'année sur 2 ou 3 livres marquants de la littérature Lean, 2 ou 3 grands classiques qui nous permettent aussi de replonger dans les racines du Lean et de bien en comprendre l'histoire, les enjeux, la substantifique moelle. Et donc, ce soir, on a prévu de parler ensemble d'un livre qui s'appelle Management Lessons from Taishi Ono. Je l'ai retrouvé. Je l'ai Et retrouvé. alors, Tenez-vous bien. Regardez. attention, attention, oh là 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 là. La dédicace en japonais de l'auteur. Et c'est en La japonais et version tu comprends japonaise, donc? la version anglaise. Et il y a marqué ici le secret du Lean. Là, il y a marqué. On est parti. Non, c'est bon. Non, je sais pas. Moi, je vois le Lean Connection animé par Annelise Selzer. Ah, bah alors c'était marrant parce que pourtant j'ai. Ah oui, d'accord, non, mais j'avais mis là exprès pour pouvoir montrer le livre avant que tu ne Non, sortes ton exemplaire. voilà, donc il y a marqué en dédicace, il y a marqué Kaizen equals getting closer to the final process. Donc une fois que vous savez ça, vous savez tout. C'est bon, on peut partir. On peut Non. partir. Bon, alors, avant que tu nous racontes comment ça s'est passé de rencontrer ce monsieur et voilà, qu'est-ce que vous avez pu échanger, on va peut-être raconter qui il est, enfin dire qui il est, d'où il vient.
Donc, en fait, il s'appelle donc Takehiko Harada. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière chez Toyota, donc il est vraiment baigné à l'époque, en plus de l'élaboration du TPS. Il a travaillé d'abord 22 ans dans l'usine de Honsha avec Taishi Ono, là où Taishi Ono a notamment construit toute la partie Kanban dont on va reparler. Ensuite, il est devenu CEO d'une usine à Taïwan, le Toyota Taiwan Motors, et enfin président d'une société que je ne suis pas allée voir, qui était SureSpring. Je ne sais pas si c'est dans le giron de Toyota, je ne sais pas si tu... Voilà. En tout cas, il a donc eu une grande carrière chez Toyota. Il est parti à la retraite, il est même mort depuis, mais là, il a été à la retraite dans enfin vers 2010, et il a écrit son livre, donc, qui est sorti en 2015. Alors, j'ai pris un passage que j'ai trouvé, alors je ne sais plus si c'était dans l'ouverture ou la conclusion, mais j'ai trouvé qu'il résumait bien l'esprit du livre et l'esprit du TPS. Je vous propose de le lire et puis après, tu nous raconteras à toi ce qu'il t'a dit précisément quand vous êtes rencontrés tous les deux. Alors, je l'ai traduit, alors vous m'excuserez des approximations, mais au cours des 10 dernières années, j'ai utilisé le TPS comme pilier du management et j'ai été missionnaire en disant aux gens à quel point l'application du TPS à leur activité peut être merveilleuse. Même si je ne suis qu'une personne, faible et avec des défauts, grâce à la grandeur du TPS, j'ai soutenu et vu des gens créer des lieux de vie, de travail motivants. Pour cette raison, je n'ai vraiment aucun regret dans ma vie d'entreprise. Je suis simplement reconnaissant envers des personnes comme Monsieur Ono et mes différents professeurs qui m'ont offert ce merveilleux cadeau. J'ai écrit ce livre pour que les gens sachent qu'il existe une autre façon de faire les choses, une façon qui donne un but au travail et qui augmente le nombre de sourires parmi les travailleurs. Et en fait, je trouve que cette citation raconte bien l'esprit du livre, de cette immersion dans un Oui, système qu'il a porté et de ce qu'il en a cherché, notamment en tout cas, il a cherché à créer le sourire des travailleurs. Toi, tu l'as rencontré à quelle occasion et sur quoi vous avez échangé du coup? moi, c'est un type que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie, c'est tout, et qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné pour une raison assez bizarre. Donc, en fait, j'ai rencontré un de ses disciples, Joe Lee, qui était le monsieur Lin de l'usine de Taïwan. Et en fait, lui, donc, veut absolument me faire rencontrer. Il s'avère que monsieur Harada, qui était l'ancien patron de l'usine de Taïwan, est là parce qu'il continue à faire du conseil à la retraite avec les fournisseurs. Et il veut absolument me le faire rencontrer. Il me le fait rencontrer, je ne comprends pas très bien pourquoi. Et en fait, ils veulent me le faire rencontrer parce que ils sont en train de finir Management Lessons sur Taishi Ono et ils veulent que je les aide à faire la promotion du livre donc en Occident. Alors je dis bah, pas de problème, racontez-moi votre truc et je vais en parler à la communauté Lean. Et alors le moment extraordinaire, il dit ah non, no Lean, no Lean. Et, alors, je comprends pas et il me dit ah TPS, no Lean, no Lean, TPS, TPS. Bon, alors je me dis que ça va pas être simple d'aller expliquer un bouquin, déjà à la communauté Lean, expliquer un bouquin qui s'appelle Management Lessons from Taishi Ono, mais de faire ça hors de la communauté Lean, je voyais pas très bien le truc. Ouais. Et c'est un moment tout à fait marrant parce avec Joe, c'est une conversation qui a lieu parfois, le fait que le TPS et le Lean n'ont rien à voir. Mais pour une fois, on n'a pas été con et au lieu d'arrêter la conversation, on l'a poursuivi. Je ne sais pas, je t'avais montré, non, on a une photo avec Joe et Sur la Marcus plage? Cho en face d'un. Hein? Sur une plage, Non, là non, aussi? en face d'un whiteboard où on est en train d'essayer de Oui. comprendre pourquoi est-ce que Lean, no Lean. Et en fait, ce que Harada savait du Lean, c'était la VSM. Et Ouais. ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il détestait ça parce que dans la VSM, tu commences par la tête, tu imagines le flux, tu le représentes tel que tu l'imagines, et puis progressivement, tu vas vers le terrain. Et là, bon, bah, tu essaies de changer un truc à droite. Et en fait, le Lean, le TPS, commence par le terrain, commence par les opérateurs, commence par les problèmes des gens. Et après, tu remontes sur le système global. Et pour lui, c'était une différence tellement énorme, Fondamental, ouais, fondamental. fondamentale, que le Lean, il ne voulait pas en entendre parler. Et en fait, c'est là, j'en ai reparlé après avec Dan, avec Jacques, avec Ori,
Et c'est là qu'on a commencé à écrire la stratégie Lean. C'est venu de ce moment-là, en fait. C'est là que l'histoire du 4D et du 4F sont venues de ce moment-là, c'est-à-dire de comment on fait qu'on commence par le problem finding, ce que Harada appelait le problem awareness, et non pas par une définition arbitraire du problème vu du point de vue des chefs. Le délire des chefs, en fait. Et vu Le d'un point délire de des chefs. vue Parce que maintenant, PowerPoint. une fois qu'on l'a vu, on le connaît bien, parce qu'on les voit tous délirer, en train de t'expliquer, je t'explique, le problème, c'est ça. Ils disent, qu'est-ce qu'il fait dire ça, j'en sais rien. Et après, ils déroulent leurs actions en fonction d'une définition du problème qu'ils ont fait de façon totalement arbitraire. Et dans Donc les voilà, cette rencontre avec M. Harada, mais ça s'est vraiment passé, t'imagines, on n'était même pas chez Toyota, on était chez un fournisseur de Toyota, et la conversation, ça a été 2 minutes au milieu de bacs de pièces, enfin, un truc complètement... Hein. Mais c'est ça, ça a été le début de Lean Strategy. Donc, un insight important et pour la suite. Alors, ce monsieur Harada, il a donc écrit son livre après son expérience professionnelle et on ne va pas vous résumer tout son livre ce soir parce que d'abord, il est intéressant à lire. Il y a plein de choses qui sont historiquement intéressantes et on a choisi de vous parler de quelques points qui sont un peu plus voilà, saillants et sur lesquels on voulait revenir. Alors, le premier, et là, je vais partager mon écran à nouveau pour vous partager une citation puisqu'il a fait une vidéo au moment où il a écrit son bouquin et il a fait cette vidéo, si j'arrive en plus à le faire, voilà. Alors, d'abord, il raconte qu'effectivement, il a appris directement avec Monsieur Taishi Ono. Donc là, vous voyez Monsieur Harada vraiment juste Alors, au ça faisait moment de tout sa à fait la retraite. fin de sa vie, en fait, Voilà. il était malade. Et donc, il dit qu'effectivement, il a travaillé avec Taishi Ono et il a appris de Taishi Ono, qui était le grand architecte du TPS. Et tout de suite, un petit peu après, dans la même vidéo, il dit une chose qui est quand même extrêmement intéressante pour nous, c'est, il parle du strictness of Ono, donc la rigueur, la discipline, et c'est tout ce qui montre aussi dans toute la première partie qui est vraiment dédiée aux apprentissages qu'il a eu avec Ono. Donc, on voit Ono et Harada qui essayent d'apprendre et qui ne comprend pas tout d'ailleurs. Il dit plusieurs fois, j'ai essayé de faire, mais je ne comprenais pas tout. Mais il fallait faire les choses comme on dit. Ouais. Ayashi, ça c'est mon père, tu sais, elle disait la même chose. Hein. Et dans la présentation qui est sur Vimeo, je crois, où il raconte, pareil, ils se souviennent tous, ils utilisent le même terme, strict. Ouais. Et il faut y aller. Quand on nous dit d'y aller, il faut y aller. Il y a quelque chose de très Et fort. c'est très étonnant comme strict, parce qu'en fait, ils disent des choses contradictoires, ils disent strict, et après, ils ne regardaient jamais ce qu'ils avaient fait. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne regardaient pas si les gens avaient eu les résultats escomptés, c'est ça, ou le résultat du travail. Qu'est-ce qui l'intéressait Euh, ils regardaient l'endroit où le Kanban était mal appliqué. Donc, c'est bien. Et là, il leur Autour disait, de- faites quelque chose. Oui. J'imagine qu'il devait le dire de façon assez stricte. Mais par contre, une fois qu'ils avaient fait quelque chose, il n'allait jamais regarder. Il recommençait sur autre chose. Ce qui l'intéressait, Quand c'est il que les allait gens fassent. regarder, il les rendait fous parce qu'il leur remontrait un endroit où c'était mal appliqué. Et il leur disait recommencer. Et si c'était Mais mal ça, ils appliqué, racontent tous la même histoire. ouais, Donc, si c'était mal il devait se appliqué, passer un c'est truc. que c'est le standard qui s'est mal appliqué, c'est la façon de bien faire qui est mal appliquée. Alors, en tout cas, il Oui, nous parle beaucoup de technique, en tout cas, dans son livre. C'est ça qui est intéressant, c'est oui. très précis d'un point de vue technique. Il faut faire Alors, comme ça il y a et pas beaucoup de comme ça. confusion. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de guilt à mal appliquer le standard. Oui, absolument. Si on applique mal le standard, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Il y a un truc qui s'applique mal. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la prémisse de base, c'est qu'à chaque fois qu'un standard est mal appliqué, ce n'est pas pour punir quelqu'un parce qu'il aurait dû savoir, c'est parce qu'on va découvrir un truc qu'on n'avait pas compris. Mm. Donc, en fait, là où il était très strict, c'est les pousser à réfléchir. C'est-à-dire que ça, pour les coups, tout le monde, c'est l'usine, tout le monde est humain. Donc, en fait, il disait, là, vous n'avez pas appliqué le standard, et les mecs font, ouais, enfin, t'es marrant, quoi. Et c'est là qu'il était très strict. C'est-à-dire qu'il est. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un truc que, pour le coup, mon père a vraiment chopé de ses sensei. C'est que tu lâches pas les gens sur pourquoi
le standard n'est pas appliqué. C'est pas, tu fais jamais l'hypothèse qu'ils l'ont pas appliqué parce qu'ils sont flemmards ou qu'ils ont. Tu fais l'hypothèse qu'ils l'ont pas appliqué parce qu'il y a un truc intéressant à découvrir. Mais il faut Ouais. réfléchir. Ouais. Donc, c'est vraiment cette rigueur pour réfléchir, pour passer à la Oui, réflexion. oui, oui, Passer à la oui. réflexion. Et par contre, ça devait être assez. Oui, J'ai vu mon père le faire, c'était pas. C'était musclé, hein. ouais, c'était la culture de, voilà, de. Oui, parce qu'en fait, assez naturellement, les gens veulent juste passer à autre chose, quoi. Ils veulent juste dire, bah oui. La Alors, j'ai une prochaine histoire fois, on ne fera pas extraordinaire, pareil. j'ai dû te la Ouais. raconter déjà, de Hayashi, donc le sensei de mon père, dans l'usine sud-africaine, avec le patron d'usine sud-africaine. Alors, il fallait voir le gars. Enfin, je veux dire, moi je l'ai rencontré, le patron d'usine sud-africaine, 2-3 fois, et physiquement, il fait peur, quoi. C'est vraiment un patron d'usine, des grosses usines en Afrique du Sud, d'accord? Tu vois le truc. Hayashi, c'est tout petit. Et il passe dans l'usine, et il y a un bout de papier qui vole dans l'usine. Je peux pas raconter? Si, je vois très bien. Il y a le bout de papier qui va dans l'usine Très savoureux. et Hayashi il fait ah. Et le patron de l'usine il dit mais Hayashi-san c'est le vent, c'est l'Afrique, c'est le vent. Et là Hayashi réfléchit et il dit wind don't make paper. On ne laisse rien passer, en fait. On ne laisse pas de conneries passer. Ouais, et on réfléchit à tout ce qui apparaît pas conforme, en tout cas. Voilà. Alors, ce qui est compliqué dans notre environnement, dans notre culture, c'est de comprendre que c'est pas, il n'y a pas d'agression morale. Il n'y a, il y a pas de blâme, il n'y a pas de reproche. Et que quand le ton monte, parce que le ton monte, c'est pas parce qu'on reproche aux gens d'être comme ils sont, c'est parce qu'ils sont agaçants à ne pas vouloir se mettre à Apprendre réfléchir. et réfléchir. Hmm. C'est un papier qui vole, ce n'est pas rien, en fait. C'est un truc qui n'est pas normal et sur lequel il faut qu'on. Et oui, d'où ça vient, pourquoi enfin. Ouais. Et du coup, ça t'amène à cette. C'est comme la discussion qu'on avait l'autre soir, ça t'amène à cette construction dans ta tête des process. C'est-à-dire, le papier, il est sorti de quelque part, il a été posé quelque part, il y a du vent qui passe par là, c'est bizarre. S'il y a du vent, il y a de la poussière, il y a d'autres trucs qui circulent. Enfin, tu apprends à construire des process dans ta tête et tu vois le point, tu visualises le point où l'outil touche la pièce, où il y a une espèce de ce qu'on appelle le point de cause qui est à la source du problème. Donc, c'est vraiment une technique. Et donc là, elle est vraiment à chaque fois, dans chaque chapitre à RADA, enfin voilà, on revient dessus à plusieurs reprises. Donc il y a cette rigueur, cette discipline très forte. Et pour contrebalancer ça, et ça c'est ce qu'il dit finalement dans le petit passage que je vous ai lu, c'est l'idée qu'il y a le Kaizen est l'idée de mettre le sourire sur le visage des gens, l'idée qu'ils se sentent bien dans leur travail, l'idée qu'on construise un environnement qui soit motivant et pour que les gens aient envie de travailler et qui nous apparaît en tout cas assez voilà, à l'autre bout de la polarité de la superdiscipline et de la rigueur. Et on tombe tout Mais, le temps dans cette double. ouais, mais pour le coup, je pense que c'est un truc très japonais. C'est ce qu'on voit dans les dojos d'arts martiaux. C'est l'équilibre qu'on voit entre le strictness, c'est strict, et la compassion. Ce soit dans Karate Kid. Le sensei dans les dojos d'arts martiaux est très strict, demande beaucoup de discipline, il faut nettoyer la cour, il faut se mettre à genoux, il y a toute cette partie-là. Et après, par contre, est toujours très, très plein de compassion. C'est-à-dire que ce qui fait un dojo qui est fort, c'est quand il t'arrive une tuile, personnellement, quand tu as une difficulté, le premier à venir t'aider, c'est le sensei. Et alors ça, pareil, toutes les histoires le racontent. Les visites le soir, les visites quand il y a quelqu'un qui est malade, enfin, je veux dire, tous les moments de difficulté personnelle des gens, le sensei et les autres personnes dans le dos sont là pour toi. Donc, c'est un truc. Alors, je pense que j'en discutais à l'instant avec Cyril Gras. Je pense que nous, notre polarité n'est pas celle-là. Non, Notre ouais, c'est polarité compliqué est pour celle nous. de l'instruction, de l'obéissance et de l'empathie. Donc, on a une polarité, nous aussi. On a des gens qui se disent des managers qui sont durs parce qu'ils imposent. Et de l'autre côté, on a des gens qui se disent empathiques parce qu'ils écoutent, ils ressentent, etc.
Donc, je pense qu'on a une polarité dans ces zones-là, mais que nous, on ne reconnaît pas leur polarité à eux, qui est ce côté strict, ce qui n'est pas dur, c'est strict. Et de l'autre côté, eux, c'est compassionné, plutôt compathique. Et à nouveau, c'est pas tout à fait pareil. Ça a déplacé un peu le curseur par rapport, alors peut-être à notre culture. Oui, c'est pas la Mais, même culture, c'est sûr. donc, mais du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant d'imaginer, alors ce monsieur Ono, dont tout le monde dit que c'était quand même quelqu'un de très, très dur, avoir effectivement cet aspect compassionnel. Et en même temps, alors j'ai gardé une autre figure. Vas-y, je, hop, je vais le passer là, partager. Il y a une chose que j'ai trouvée aussi intéressante, c'est qu'il y a cet aspect donc, de mettre le sourire sur la tête des gens avec le Kaizen notamment, et puis construire des environnements motivants et compassionnels. Pour finir sur Vas-y, Ono, oui, il y a ce côté, tout le monde disait strict, mais d'un autre côté, regarde les disciples qu'il avait. Enfin, je veux et dire, qui sont, une partie de reconnaissent. Toyota, à la fin de leur vie, le dernier mot qu'ils auront, c'est de dire merci, Merci. monsieur Ono. Voilà. Donc, forcément, il se passait autre chose. Il ne se passait pas que de strictness. Il y avait forcément autre chose. Et alors, j'ai juste pris ça et puis je vous ai mis un petit dialogue que nous donne Arada dans son livre. C'est l'idée là qui regardait donc chaque mois les évolutions alors enfin, la cible par rapport à un flux et des résultats attendus. Et donc là, enfin, ce qui est marqué le red circle, mais qui est noir sur mon image parce que c'était en noir et blanc, c'est donc la cible à atteindre. Et là, donc il y a un petit un petit dialogue entre Ono et un manager où Ono l'interroge disant en gros comment vous allez y aller et l'autre dit on va bien se faire un Kaizen par mois et à la fin Ono qui dit on ne fait pas un Kaizen par mois, on fait un Kaizen chaque jour, quasiment chaque heure, pour régler un problème, pour éliminer la barrière, enfin, les choses qui font barrière au flow, et pour avancer. Et c'est ça qu'on fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps du Kaizen. Donc là, une rigueur dans le Kaizen, en tout cas. La dernière fois que j'étais en Norvège, on a inventé un truc. Evin Reke l'a présenté à une conférence en Allemagne, c'est rigolo. On a inventé la Yoshino Scale, tu sais, sur Isao Yoshino. Oui. Parce que Isao nous avait dit qu'il n'y a pas de secret à Toyota. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Après, on fait oui, d'accord. C'est comme Kung Fu Panda, tu sais, le secret scroll où il n'y a rien marqué dessus. Mais en fait, si, le secret, c'est que les Toyota, ils sont sérieux. Donc, on a fait une échelle de sérieux. Il y a de pas sérieux à. Et en fait, le sérieux chez Ono, c'est Kaizen Now. Tout le temps. Et là-dessus, on se disait, les Norvégiens, ils sont quelque part entre 5. Ils vont y réfléchir très, très longtemps. Pour un jour, ils vont faire Kaizen. Nous, en France, on doit être 3. On va faire semblant de faire du Kaizen de façon à jamais à faire du Kaizen. On peut voir l'échelle de sérieux Je n'avais pas entre entendu parler. 0 où tu es dans le déni total qu'il faut faire quoi que ce soit et 10 où il faut faire Kaizen Now. Et c'est exactement toutes ces histoires, c'est ça. C'est si vous avez une idée de Kaizen, faites-le maintenant. Oui, tout de suite. Et ça, c'est la vraie rigueur, la vraie discipline pour le coup. Alors, deuxième point, et qui va être totalement lié au Kaizen, c'est la question enfin, ce qui est intéressant dans ce livre de Harada, c'est de voir comment se construit le système du TPS. Parce qu'en fait, là, comme il a bossé 22 ans avec Taishi Ono, c'est clair qu'il a commencé avec Taishi Ono qui essaye de faire des choses, et puis ils ont fini ensemble où il s'était passé plein de choses au bout de ses 20 ans. Et il nous raconte une histoire à propos de comment sont nés finalement les team leaders. Alors à l'époque, ils ne s'appelaient pas des team leaders, ils s'appelaient alors je l'ai là, des outside linemen. Outside linemen, oui. Voilà. Et alors ces outside linemen, c'était les gens qui connaissaient super bien leur ligne, qui avaient bossé dessus, qui avaient essayé d'améliorer la ligne, vraiment, qui étaient les meilleurs sur la ligne. Et quand on arrivait, ils étaient 10 et il fallait en sortir un parce que finalement, il y avait eu la productivité grâce à l'amélioration. On sortait cet homme-là, qui s'appelait donc le outside lineman, qui lui-même après allait intégrer une autre ligne, apprendre une nouvelle ligne et porter et stimuler les Kaizen ailleurs. Et petit à petit, ils sont devenus vraiment les messieurs et mesdames. J'imagine qu'il y avait surtout des messieurs, mais il faudra aller voir. Les messieurs Kaizen des usines petit à petit. Et à un moment, on a commencé à dire qu'ils allaient être je crois que c'était des leadman. Alors, je dois avoir même le moment où
ils partagent ça. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ce système qui se monte, même à un endroit où je ne sais pas si Ono avait imaginé qu'il avait besoin de une sorte de structure de gens pour porter le Kaizen dans sa tête, mais en tout cas, il essaye un truc, il passe dans des interstices du système, puisque ce n'était pas évidemment prévu dans l'usine. Il n'attend pas que les Ah, RH lui donnent tout ça, non, non, l'autorisation, il y va. voir la situation. Il faut voir la situation. On est dans les années 50. Les usines Toyota sont des usines tout ce qui est de plus traditionnelles. Et comme dans n'importe quelle usine, le mec important, c'est le superviseur. Donc là, on est en plus au Japon, très, très hiérarchique. Donc, Ono, lui, bricole dans son coin son histoire de Kanban et ça fait des miracles. Mm. Donc, il pense qu'il a quelque chose là-dessus. Mais il bute sur les superviseurs. Donc, les superviseurs, c'est comme on est comme dans nos usines à nous, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu as sur la chaîne, c'est des gens avec un semblant d'organisation, mais ce n'est pas si taylorisé que ça. En fait, c'est surtout des artisans qui sont gérés par le superviseur, qui est la personne importante. Donc, Ono, lui, arrive avec son système de Kanban. Et est-ce que le système de Kanban fait, tout le monde le sait qui a utilisé un Kanban, c'est qu'il enlève de la marge de manœuvre. Parce qu'avec le Kanban, il faut produire le truc que tu as promis au moment où tu l'as promis. Et bah, c'est tout, quoi. Tu peux pas. En fait, Ford a inventé un système dans lequel, à chaque fois que tu mets la main dans un bac, tu as une pièce. Si la pièce est mauvaise, tu peux la mettre de côté et tu peux remettre la main dans le bac. De la même façon, toi, tu produis une pièce, et puis si elle n'est pas bonne, elle est écartée. Et puis, de toute façon, comme tu as envoyé toute une caisse de pièces, on peut continuer à produire, on en prend la suivante. Bon, avec le Kanban, Ono enlève tout ça, C'est pas ou ça, le oui. réduit énormément. Donc ça gêne énormément les superviseurs parce que maintenant, il faut produire la bonne quantité à la bonne qualité. Et donc, effectivement, il commence à trouver des gens pour l'aider à soutenir son système de commande. Mais je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans tous ces livres, le grand absent, le truc qu'on comprend pas, c'est la pièce centrale de tout ce qui s'est passé chez Toyota. C'est pas du tout Taishi Ono, c'est Eiji Toyoda. Il était Donc donc Eiji président à l'époque. Toyoda, il n'est pas président à l'époque, il va Il le était, devenir, mais il est oui. surtout l'architecte du Toyota qu'on connaît. Eiji sera l'architecte de deux choses, c'est-à-dire l'expansion internationale. C'est lui qui a signé l'accord avec GM pour l'UMI, et c'est aussi lui qui est l'architecte de la Prius. C'est aussi lui qui a poussé la Prius. Je veux dire, et le TPS. Ouais. Donc, Ça c'est lui fait un quelqu'un qui a sacré une très, héritage, hein. très grande longévité chez Toyota. Mais la particularité, c'est donc le patron à l'époque de Toyota, celui qui a créé Toyota Motor, qui est son cousin, qui est Shiro. Quand Eiji était très jeune, il l'a mis dans un rôle d'audit et de problem solving. Et en fait, d'abord d'audit, parce que les usines étaient auditées, strictness, les usines étaient auditées tous les mois. Et les usines leur disaient, bah, tu sais quoi, on était mauvais le mois dernier, on est mauvais ce mois-là, on sera mauvais le mois suivant, il n'y a rien à changer. Et donc, ils ont changé leur truc, ça devenait de l'audit et de la résolution de problèmes. Donc, Eiji Toyoda est formé, avant d'avoir des responsabilités, à un truc bizarre, qui est comme ça qu'on forme un assistant chief engineer. C'est qu'il doit débugger tous les problèmes. Donc, c'est vraiment, ils doivent juste décoincer les problèmes de production. Bon. Quand il devient président, donc, on va voir le cas de Ono. On a Ono là qui visiblement tout le monde le déteste parce qu'il est en train de mettre en cause plein de trucs, mais qui est toujours protégé par Eiji Toyoda. Et qui commence à mettre là ses team leaders, ses lead men, soutenus et encouragés par Eiji Toyoda. Et si le TPS a existé, c'est parce qu'il faut bien voir que tous ces lead men, comme Harada, ont tous été promus après à des grandes fonctions chez Toyota et ils sont montés patrons des sites, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sortis de l'école Taishi Ono, quelqu'un les a promus. Ce n'est pas fait tout seul. Et Ça le ne s'est pas quelqu'un, fait c'est pour Eiji. leur prendre charme politique ou parce qu'ils avaient des MBA. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que Eiji Toyoda n'a pas fait que ça en production. On sait qu'il a fait ça en engineering aussi avec Nakamura et après Hasegawa sur le système des chief engineers. Et on sait qu'il a fait ça aussi en administration avec Nemoto, l'histoire des A3 et du Hoshin Kanri. Donc, et la qualité totale avec Nemoto.
Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que les 3 grandes méthodes qu'on a de chez Toyota, qui sont la méthode de Chief Engineer en ingénierie, la méthode du TPS en usine et la méthode DA3 et du Shinkanri en administration, n'ont pas grand-chose à voir. C'est pas du tout le même truc répliqué, ils ont juste des formes très différentes. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas les uns les autres ce que les autres faisaient. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est que Eiji Toyoda ne cherchait pas des méthodes, il cherchait des mecs bizarres comme Ono ou Nakamura ou Nemoto qui allaient lui mettre en place des systèmes de résolution de problèmes. Et donc, ça s'est fait de façon très différente selon les secteurs. Donc, en fait, l'histoire qui n'est pas racontée dans tout le Lean, et que c'est pour ça que personne ne comprend et que tout le monde fait n'importe quoi, l'histoire qui n'est pas racontée, il a fait 2 interviews en anglais, traduit en anglais, il a parlé plus, mais c'est tout en japonais. C'est l'histoire de Eiji Toyoda et de comment il a soutenu tous ces mecs. Par exemple, le système de suggestion chez Toyoda vient directement d'Eiji Toyoda qui revient des États-Unis et qui leur a dit faites. Donc, c'est lui le grand architecte Le grand architecte du Toyota. Toyota Alors, est-ce que Way, oui. du TPS et Toyota Way, en fait, les deux. Alors, est-ce que du coup, c'est pour ça qu'on ne trouve pas, par exemple, enfin, moi, ça m'a surprise, tout d'un coup, je me suis rendu compte, on ne trouve pas du tout de référence au PDCA, par exemple, dans le livre d'Arada. Est-ce que ça, c'est lié au fait que c'est venu plus tard? Il parle à de d'autres problèmes, hein. endroits. Ouais. À d'autres endroits, le PDCA venait de la partie qualité, c'est la partie plutôt de Nemoto. Les mecs en usine, le Kaizen de Ono c'était faites-le et réfléchissez. Hein, je veux dire, c'était pas très très méthodique. C'est du côté Nemoto de la qualité et qui venait de. Le PDCA est arrivé au Japon par Ishikawa, donc c'était les gens de la qualité. Alors à nouveau, tout ça dépend qui était tombé chez qui parce que c'est très informel, mais on a donc différentes traditions, différents endroits. Parce que la pièce centrale qu'on ne voit pas, c'est que c'était les gens que cherchait Eiji Toyoda. C'est les gens qui ont été promus à cette époque. Et en fait, Toyota, le problème maintenant, c'est que comment est-ce qu'on maintient ça après? Mais effectivement, on arrive, quand nous, on rencontre Toyota, et enfin, mon père la rencontre très tôt. Alors, l'autre truc, ah oui, si, je ne t'ai pas dit. Je ne sais pas. Non, mais j'ai revu Monsieur Arada qui m'a invité à déjeuner à la fin de sa vie. Déjeuner fascinant, dans lequel il m'a demandé comment j'étais tombé dans le Lean. Et je raconte, mon père, 1975, machin, visite. Et alors, là, il se regarde, il s'arrête, il parle à l'interprète, il me fait répéter. Et en fait, en 1975, c'est lui qui a accueilli, il se souvenait d'avoir accueilli à l'usine, sans comprendre pourquoi il le faisait, une délégation de Français. Donc, en fait, ils se sont sans doute croisés à l'époque dans les premières visites que Freddy faisait chez Toyota. Ce qui est quand même marrant. Ouais, Donc là, il était tout ému de revoir à la japonaise, la filiation, qui se sont retrouvés des années plus tard. Mais donc, cette génération, quand on voit Toyota, nous, ce qu'on a vu des années 80 et des années 90, évidemment que la boîte est super forte à l'époque, parce qu'on a toute cette génération qui est aux commandes. Et qui est en train qui de commencent à partir dans les construire. années. Ils sont tous à la retraite dans les années 2000. Mais les années dont on entend parler, les années mythiques de Toyota, ben oui, c'est toute cette génération qui ont été formée par ces gens comme Ono et Nemoto et Asekawa qui sont. Maintenant, ils ont les manettes. Oui, les systèmes sont construits, ils ont été éprouvés, pratiqués, améliorés, etc. Et tout surtout bricolés, améliorés, etc. Surtout voilà. les mecs qui sont là comprennent d'où ça vient et comprennent ce que ça fait. Ouais. Donc là, il y a un moment donné, effectivement, il y a eu un grand moment du Kaizen chez Toyota. Ouais, ça produit à mort. Ah bah, ça fait des choses étonnantes, tout à fait. Mais pardon, vas-y. Donc on se trompe. Ce qu'il faut voir, c'est que quelqu'un comme Marada ou quelqu'un même comme Ono, on se trompe si on pense que c'est eux qui ont fait le système. C'est pas eux qui ont fait le système. Ce sont des super exemples de ce qu'est le mec que tu choisis dans le système pour le faire marcher. Donc il ne faut pas se tromper quand on lit le truc de Arada, il y a plein de trucs bizarres dedans. Parce que ce n'est pas une pensée du tout systématique, en fait. Ce n'est pas lui qui fait le système. Par contre, Arada, il faut le lire parce qu'on a une très bonne. Il représente très, très bien le genre de personne qu'on veut pour faire tourner le TPS. Et choisi pour poursuivre l'aventure apprise avec les maîtres.
Oui, d'ailleurs, oui, 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 tout à fait. Oui, oui, vas-y. Ouais. Alors, du coup, c'est ça, en fait. C'est ça même que nous raconte son livre, d'ailleurs. C'est que si vous lisez ce livre, vous verrez qu'il a une structure. Bon, il y a 4 chapitres. Il y a ce premier chapitre où il y a les 15, je crois, 15 leçons apprises de Tai Chi Ono. Donc ça, c'est vraiment très clairement. Et c'est les préceptes de Tai Chi Ono jusqu'à... on fait des batchs à partir de 5... non, en tout cas, il y a plein de choses très, très techniques, voilà. Et puis après, il y a toute une deuxième partie qui est beaucoup plus, d'ailleurs, basée sur comment on met en place les conditions dans lesquelles on peut justement rendre le travail motivant, permettre le Kaizen, ne pas juger les gens, etc. Et là, il change de ton, c'est plus ce qu'il a appris de Tai Chi Ono, mais c'est lui ce qu'il a appris en tant que patron, en fait. Et c'est Oui. comment, du coup, cette deuxième partie, les chapitres 2, 3 et 4, sur différents aspects, vont parler de lui, ce qu'il a envie de transmettre de sa propre expérience. Et donc, on se retrouve dans un truc où il y a les deux aspects qui sont vraiment j'ai appris et moi, je vous partage maintenant ce que j'ai moi-même appris en pratiquant. Et c'est assez Ah, intéressant de voir ça, oui. donc, dans ce déjeuner, la première question que je lui ai posée, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas compris en Occident? Puis on était toujours sur l'histoire du Lean et du TPS. Qu'est-ce que dans le TPS, on n'a pas compris? Et là, elle a réfléchi. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'était un système de formation des collaborateurs. Ouais. Parce que là, on la sent, cette ligne, finalement, dans le livre, tout au long du truc. Et en fait, ce qui est très clair chez Toyota, c'est que deux choses. Un, ils reconnaissent les learning moments. Et on revient sur le strictness, le côté Ouais. strict. C'est-à-dire que chaque chose qui est un écart au standard n'est pas un problème moral, mais c'est l'occasion d'apprendre un truc. Mm. Et deuxièmement, ils pratiquent ce que Obama appelait le teachable moment. C'est qu'ils s'arrêtent. Ben, tu sais, c'est ce qu'on voit dans le livre d'Olivier aussi. Olivier était Alors, je ne très l'ai pas frappé encore par lu, ça. je l'ai reçu Ah aujourd'hui. ben, Olivier Soulier, quand il travaille avec l'ingénierie Toyota, Mm. est très frappé que même quand ils sont dans le rush pour faire des présentations au grand chef, même quand ils sont à la bourse sur les projets, à chaque fois que le chef de département voit un teachable moment, Mm. il s'arrête, il prend tout le monde, puis il leur dit, regardez, vous avez ça à apprendre, vous avez ça à apprendre, vous avez ça à apprendre. Donc, c'est un sens de la hiérarchie, non pas comme vraiment une chain of command, mais une chaîne de mentoring. Mm. Et ça, c'est très, très visible et c'est très, très fort. Par exemple, il y a très peu d'instructions qui sont données. Il y a très peu d'ordres qui sont donnés par la hiérarchie. Par contre, qu'est-ce qu'ils font des cours? Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs à un moment dans son bouquin, je suis en train de me le repasser là. Il dit, vous-même, quand vous arrivez dans un pays étranger, parce que donc il parle notamment de son expérience de je suis partie à Taïwan et donc je suis arrivée dans un endroit où j'étais pas dans ma culture, j'étais pas dans mon pays et j'étais donc pas potentiellement dans une usine où on pratiquait déjà le TPS. Et donc j'ai dû organiser la formation des équipes et l'apprentissage de tous ces moments. Et donc, il donne vraiment des instructions pour le coup sur qu'est-ce qu'il faut qu'on raconte aux gens. Faut pas tout leur dire, mais il faut leur dire des choses pour qu'ils soient très clairs sur c'est quoi nos intentions. Voilà, donc il parle beaucoup de cette formation de lui-même, son rôle en tant que Oui, 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 enseignant, en oui. fait, Ils enseignant ont fait la même du chose aux TPS. États-Unis. Ouais, Yoshino, c'est ça, hein, c'était le oui, programme de formation de NUMI. Et ouais. à chaque fois, il y a énormément de formations. Oui. Et Mais alors, ce qui est très, très intéressant, c'est parce qu'en fait, euh, il faut voir, le taylorisme n'a pas besoin de formation. Nous, non. on pense qu'on n'a pas besoin de formation puisque c'est l'expert qui définit le process et l'opérateur n'a qu'à appliquer. Eux, ils ne sont pas du tout construits comme ça. Ils sont construits au contraire. On a besoin d'énormément de formation parce qu'on vient d'artisanat et simplement, on n'a pas que des maîtres artisans. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est quand on voit le standard. Moi, je me souviens des visites d'usine avec des Français. L'opérateur n'applique pas le standard. C'est un défaut moral de la part de l'opérateur. Et voir du côté japonais, c'est que l'opérateur n'applique pas le standard parce que c'est un défaut de formation. Donc, c'est un défaut du superviseur vis-à-vis de l'opérateur. Et ils expliquaient à l'époque, hein, le truc, le saying, c'était if the student hasn't learned, the master hasn't taught.
qu'on trouve dans le Et PWI. ça nous amène à un autre truc très, très intéressant sur la partie compassionnée. Moi, je suis horrifié par ce que les profs font à mes gamins à l'école. Et tout ça, dans Apprendre à apprendre, on avait un des points essentiels pour l'apprentissage, c'est de comprendre que les gens avancent à leur rythme. C'est-à-dire qu'en fait, sur un apprentissage, personne n'avance de façon linéaire. On bute sur des problèmes, et puis on les craque et on avance. Mais les problèmes ne vont pas être les mêmes pour tout le monde. Donc, et en Asie, clairement, les systèmes d'apprentissage comprennent ça. C'est pour ça que le mentorat est si efficace, parce que chacun avance à sa vitesse. Tandis que nous, on leur fait un truc affreux en cours, il faut qu'ils avancent tous, toujours à la même vitesse qui est la vitesse du prof. Donc évidemment qu'on perd tout le monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, j'ai vu la différence sur les années. Plus on met la pression sur les programmes pour standardiser l'enseignement, plus la France perd des places en termes de niveau, C'est en clair, maths, en langue, etc. partout. C'est juste, le système est complètement dingue. Parce qu'il y a cette partie pris très fort, que quand quelqu'un n'arrive pas à tenir le standard, nous, on pense c'est qu'il n'essaye pas assez fort. Tandis qu'eux, ils pensent c'est qu'il n'a pas été assez bien formé. Il y a un mindset qui est vraiment derrière, enfin un modèle mental Ah, c'est vraiment pas pareil. qui est juste hyper différent, effectivement. Et, et qui repose du coup beaucoup, et c'est là où on retrouve le TPS, c'est sur la confiance. C'est qu'on ne pense pas Oui. que le travailleur est un affreux qui ne veut rien faire, qui ne veut pas apprendre, qui ne veut, voilà, dont on ne peut rien faire si on ne lui tape pas dessus. Le point de départ de Taylor, c'est qu'il voit des gens qui sont essentiellement des Européens immigrés. À l'époque, c'était des Polonais, des Italiens. Et le point de départ, c'est qu'il voit que les gens dans l'usine soldier on. Il appelle ça soldier on, c'est-à-dire faire comme les soldats, faire semblant de travailler. Et trouver toutes les opportunités qu'ils peuvent pour grappiller, pour voler de l'argent à l'entreprise. Ouais. Et donc, le point de départ de Taylor, c'est de dire je vais optimiser les process, qu'il n'y a plus d'espace pour voler de l'argent. Alors, ce qui est très intéressant, cette histoire de voler de l'argent à l'entreprise, c'est qu'une des histoires qu'on m'a racontées sur Renault, c'est que lui, il parlait aussi de voler de l'argent à l'entreprise. Il disait au manager, vous volez de l'argent à l'entreprise quand vous ne refaites pas le standard. Ce qui est une vision totalement... Quand vous ne cassez pas le standard, vous volez de l'argent à l'entreprise. Donc, d'un côté, nous, voler de l'argent à l'entreprise, c'est si on n'applique pas le plus bêtement possible, exactement au pied de la lettre, les processus définis par les experts. Et chez Taishi Ohno, voler de l'argent à l'entreprise, c'est ne pas utiliser sa tête pour faire du Kaizen et donc rapprocher la valeur, comme disait Arada, du client. Et les Ono Boys, hein, d'ailleurs, leur but, enfin leur mission, c'était, ils avaient le droit de casser les standards, enfin qui était donc l'idée de justement, ils maîtrisaient tellement bien le standard qu'ils pouvaient aller l'améliorer et donc le casser pour en refaire un autre en tout cas. Et là, c'est vraiment l'idée majeure sans doute de Ono. Oui. Donc on voit bien que les modèles mentaux sont extrêmement différents. Ah, très. Ouais. Et je repense à ton histoire de niveau et d'enseignement, et on voit que notamment les pays Finlande, Islande, Danemark, etc. Nordiques, oui. Ils n'ont pas du tout, ils sont beaucoup plus cool. Et ils ont des classes par niveau avec des enfants de différents âges à l'intérieur, puisque chacun progresse selon son apprentissage. Voilà. Donc, du coup, tu peux avoir des classes avec 3-4 âges différents pour un même niveau, en fait. Donc, c'est du coup beaucoup plus proche dans l'idée d'un apprentissage qui est évidemment dépendant de la personne qui apprend et non pas du standard. C'est très intéressant ce truc, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, il y a aussi dans le bouquin la notion forte qu'on s'attend à ce que chacun essaie de comprendre par soi-même. Oui, absolument. Chez Arda. Donc il y a ce truc à nouveau que nous voit, c'est que nous, les gens disent « Ah bah, j'avais pas compris. Ah bah, j'avais pas compris ça. Ah bah, j'avais pas eu l'information. » Alors moi, je me souviens en ingénierie, c'était très clair quand tu parlais aux gens, c'est que dans cet environnement-là, on t'attend à ce que tu fasses l'effort de comprendre. Et si tu as besoin d'informations, c'est à toi d'aller la chercher. Les gens doivent te la donner quand tu la demandes. Mais c'était information pool. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attend à ce que tu fasses toi l'effort de comprendre sans avoir à poser de questions, ce qui est très intéressant. Et à nouveau, pourquoi ? Parce que nous, on est taylorisés à fond. Donc, les gens disent, écoute, si je n'ai pas fait ton truc, c'est parce qu'il y a un truc que tu n'as pas été m'expliquer dans le détail du détail des détails.
Tandis que là, le point de vue est très différent, c'est si tu ne tiens pas le standard, à toi d'essayer de comprendre pourquoi. Et du coup, on voit bien que ça ne donne pas les mêmes environnements de travail. Pas du tout. Et, Pas du tout. et du coup, voilà, il y en a un où normalement on essaye de donner le sourire aux gens aussi, et il a envie de bosser, et puis un autre où on s'en fiche un peu. En fait c'est-à-dire que nous, effectivement, avec tous les trucs de bien-être au travail, etc., ça reste de la motivation externe. Tandis qu'en fait, ils n'ont pas fait exprès, mais ils sont tombés sur une machine à motivation interne. Ouais. En fait, c'est une machine à motivation interne, puisqu'on voit bien que les gens se posent des problèmes, on discute ensemble. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est de l'enrichissement personnel. Enfin, je veux dire, et ce qu'ils disent d'ailleurs, hein, c'est-à-dire la définition, une fois qu'ils ont fait le Toyota Way, la définition du respect, c'est vraiment le respect, c'est le teamwork. Pas le respect. Le teamwork, c'est le respect, le développement personnel et professionnel des gens. Le De chaque. teamwork. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, c'est comme l'équipe de France, l'équipe de foot, c'est que si chaque personne se développe personnellement et professionnellement, on a une meilleure équipe. C'est Ouais, c'est ça ça. qu'ils appellent le team. Normalement, l'équipe sera meilleure. Tandis que le respect, c'est les efforts qu'on fait pour s'écouter les uns les autres. C'est inversé. Nous, c'est ce qu'on penserait qu'est le teamwork. Eux, c'est du respect. Le respect, on n'a pas besoin d'être d'accord, mais on va faire des efforts pour s'écouter les uns les autres, pour se comprendre. Et le teamwork, c'est le développement personnel et professionnel des gens. Donc, Pour c'est arriver. pas du tout le même Ouais, ouais. frame, c'est pas du tout la même vision. Et elle se Les gens nourrit ne sont pas de des tout un tas. pièces dans la machine, ne sont pas des pièces mobiles dans la mécanique, ce sont les arbres sur lesquels tu fais pousser ta forêt. Quoi. Est-ce que parmi les gens qui sont avec nous ce soir, vous avez des questions sur sur le livre, sur ce qu'on vient d'évoquer ensemble, ou sur d'autres points? Si vous avez lu le livre, est-ce que certains ont lu le livre déjà? Non, je pense que c'est quand même pas le premier livre qu'on lit, en tout cas pour entrer dans le livre, mais il est extrêmement intéressant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre votre caméra, à ouvrir, sinon à mettre dans la discussion. Profitez-en. Moi, ça m'a quand même fait beaucoup d'écho avec Workplace Management. Non, Workplace, c'est lequel là? Celui de Ono pour le coup. Si, Workplace Management, oui. Workplace management, oui, oui. Où on voit, en fait, là, c'était la parole d'Ono. Qui raconte lui sa vision, et donc là on la voit par le prisme d'une personne qui a travaillé avec lui, mais qui raconte en fait exactement la même chose, la recherche de s'améliorer à chaque fois, d'être dans cette discipline qu'on va retrouver, l'importance du Kaizen, enfin voilà, on retrouve ça, et l'idée d'avoir un environnement de travail qui est porté par la ligne managériale. Non, ça c'est une version vision très franco-française, mais tous les managers qui sont là pour aider les gens à faire un meilleur boulot. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de leur mission. Et ça, c'est redit par notre ami Arada dans le chapitre 2, dans le chapitre 3. Non, il parle même du top management. Quel est le rôle du top management? Et c'est d'aller chercher aussi cette idée de où on veut aller, comment on s'améliore. On a une question? Oui, ce qui est intéressant, parce que l'autre chose qu'il m'avait dit sur le deuxième point qu'il m'avait dit sur ce qu'on ne comprenait pas du TPS, c'est qu'avec le TPS, il cherche de l'optimisation globale, alors qu'il voyait toujours les Occidentaux chercher de l'optimisation locale. Ouais. Et alors ça, j'ai mis très longtemps à le comprendre, mais clairement, puisque eux, on voit un certain système là, avec le Kanban, tout ça, mais c'est Tu te souviens que j'ai résisté longtemps à l'idée de l'intelligence collective. J'ai toujours pensé que c'était des pipeaux à la gare Morin, des trucs à la con. Mais en fait, il y en a une. L'intelligence collective, c'est la somme des apprentissages individuels. Et donc ça, ils le voient, eux. Ils voient bien qu'à un moment donné, si tu as une équipe de gens qui savent mieux ce qu'ils font, il se passe quelque chose d'autre. Mais la recherche des effets est globale, pas locale. Et que non, ce n'est pas une somme d'effets. L'optimisation globale n'est pas du tout la somme des optimisations locales, c'est la somme du flux, c'est le flow, c'est la somme de la fluidité, de la collaboration entre les différents services. Et donc ça, ils sont très très clairs là-dessus aussi. Donc le ROI basique,
Bah, c'est la mort de tout. Voilà. C'est C'est l'anti-indicateur. Bah, le ROI, c'est l'anti-indicateur. Le ROI, c'est pour assurer que rien ne va bouger. Le ROI aussi a un énorme problème. Parce que, alors là, on ne le voit pas dans ce bouquin-là, mais moi, je me souviens, du coup, à l'époque, le premier truc que mon père m'avait montré sur le Lean, c'était une présentation d'E-Mail dans les années. On est en fin des années 80. Et il présentait le Kaizen, c'était entre la maintenance et l'innovation. Mais donc vraiment, maintenance, le gros paquet, c'était maintenance, après un peu de Kaizen, après très peu d'innovation. Et en fait, on le comprend, imaginez la société française si dans les 20 dernières années, on avait doublé les budgets de maintenance des hôpitaux, des trains, des collèges, on serait pas dans le même état, des poubelles. Donc, il faut voir que leur concept n'est pas, à nouveau, le frame n'est pas du tout le même. Donc, le problème du ROI, c'est que le ROI sur la maintenance, ça ne se calcule pas. Non, c'est sûr. C'est des Et choses sur étaient. l'innovation, on a le droit de raconter n'importe quelle connerie, puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner. Ouais. Mais donc, nous, le ROI, ça tue deux choses, ça tue la maintenance et ça tue l'éducation. C'est des trucs dont le ROI n'est pas évident. Le ROI se calcule sur un investissement, sur un truc, sur une nouvelle machine. Là, ça a un sens. C'est le problème de considérer la main-d'œuvre comme un coût et non pas comme un investissement. Comme un asset, comme un investissement, oui, tout à fait. On a Félix qui nous pose une question. Si je comprends bien, ce livre focus sur une partie du système, donc TPS dans ce sens, et quel autre livre permet de compléter la vision systémique si existant, c'est-à-dire la partie plus portée par Nemoto et autres consorts, ça serait, je ne sais pas si c'est ça la question de Félix, mais c'est comme ça que je la comprends. Exact, ouais, exactement. Voilà. Vas-y. C'est quoi la question? La question, si je comprends bien, on a une partie du système qui est expliquée dans ce livre. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas. Est-ce que, du coup, il peut être complété avec d'autres livres qui seraient conseillés pour avoir une vision globale et pour reconstruire la vision qui a été la vision systémique qui a été complétée avec les différentes personnes qui ont contribué? Ben non, justement, parce que enfin, Eiji Toyoda, celui qui l'a fait, a très peu parlé. On a très peu de choses de lui. Et donc, il y a énormément de livres sur le TPS. Il y en a très peu, il n'y en a que 2 sur la partie engineering. Il y a un livre de Nemoto sur ce qu'il a fait en qualité totale, mais on tombe vite dans un trou noir. Et en fait, sur l'ensemble du système Toyota, il y a des livres sur l'histoire de Toyota qui sont intéressants, mais sur l'ensemble du système, non, en tout cas, j'en connais pas. D'accord, très clair. C'est à force de. Ça va faire 30 ans que je regarde ça, donc évidemment, à force on finit par retomber sur des trucs dans tous les sens, mais personne ne l'a regardé comme ça. Si, le livre qu'il faut lire, c'est La machine qui a changé le monde, le système qui va changer le monde, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, Machine that Changed the La World. machine Parce qui que, a alors, changé le world. pour le coup, leur étude est très systématique. Mais par contre, quand on regarde ce que faisait Toyota ou ce que nous faisait faire Toyota, tout le monde regarde les réponses qu'ils apportent. Personne ne se pose la question des questions auxquelles ces réponses sont venues. D'ailleurs, ils nous ont toujours pensé dingues parce qu'ils disent mais pourquoi est-ce que vous nous copiez? Nos réponses sont la suite de réponses à un certain nombre de problèmes qui sont posés historiquement. Et voilà ce qu'on a. Vous n'avez pas eu les mêmes problèmes. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'applique à vous. Alors, évidemment, dans le tas, il y a des trucs qui vont s'appliquer, mais la vraie question, quand on regarde les fameux outils du Lean ou ce que fait Toyota, c'est de se demander à quoi ils sont en train de répondre. On voit la réponse, mais quelle est la question qui se sont posées? Et là, on tombe dans un vrai gap culturel. Historique, tout ce que tu veux, c'est que souvent, la question qui sont posées n'est pas du tout celle qu'on prend. Alors, pour le coup, c'est intéressant parce que la question, elle est généralement dans les bouquins, mais pas là où on pense, parce qu'il faut relire l'histoire. Enfin, il faut vraiment, vraiment se forcer à réfléchir en train de dire qu'est-ce qui les a amenés à faire ça? Et il y a généralement des raisons très, très concrètes. Par exemple, un exemple. Le Toyota Way. Donc, alors, le TPS. Qu'est-ce qui les a amenés à formuler le TPS?
Taichi est contre. Il pense que si le secret c'est le secret du succès compétitif de Toyota, il faut le garder secret, comme un livre secret, et le faire en secret. Qu'est-ce qui les a amenés à le formuler? À un moment donné, ils ont dû expliquer aux fournisseurs. Et donc, c'est pour ça que la partie du TPS qui est très, très explicitée, par exemple, l'ingénierie n'est pas du tout explicitée. Il n'y a que Takao Sakai et Jeff Licker qui l'ont fait. Parce qu'ils auront un besoin très, très clair. Il faut expliquer ce qu'il faut aux fournisseurs pour les intégrer dans la chaîne du juste à temps. Donc, ils leur expliquent le TPS parce qu'il faut que les fournisseurs trouvent leur place dans la chaîne du juste à temps. Après, qu'est-ce qui leur a amené à expliciter le Toyota Way? Le Japon est contre, ils ne veulent pas en entendre parler, etc. Et bien, Cho leur explique, ben oui, mais les Américains ne comprennent que les valeurs. Donc, moi, j'ai les Américains dans les pattes. Donc, si vous voulez qu'ils comprennent quelque chose à ce qu'on fait, il va bien falloir leur expliquer. Donc, ça produit le Toyota Way. La négociation avec le Japon est intéressante. Ça produit le Toyota Way 2001. Non, pas le Toyota Way 2001, parce que comme ça, on pourra le changer plus tard. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. En fait, ils l'ont changé plus tard. Mais après, tout le monde se dit, tiens, on va faire ça, on va faire un Way. Moi, j'en ai fait des Way plein. Mais il faut comprendre pourquoi ils l'ont fait. Ils l'ont fait pas du tout pour les raisons qu'on pense. Donc, la plupart des outils sont très, très intéressants si on se pose la question de à quelle question ils répondent. Et les livres comme le bouquin d'Arada sont très, très riches parce qu'en fait, si on les lit avec ce regard, ils nous parlent des questions qui se posaient. Et souvent, c'est dans le contexte, à l'époque, il se passait tel truc, il se posait telle question. Donc, moi, c'est une usine que j'ai visitée plusieurs fois, cette usine de Taïwan, qui est très, très intéressante, parce qu'effectivement, la culture taïwanaise n'est pas la culture japonaise. C'est un mélange très curieux de chinois et de japonais. Mais il y a plein de pratiques qui sont propres à Taïwan. Donc, nous, on fait l'hypothèse qu'on a compris les questions parce qu'ils se posent les mêmes que les nôtres. Et en fait, non, la vraie richesse, c'est qu'en fait, non, ce qu'on voit, c'est des réponses à des questions qui sont complètement différentes. Ils ne se posent pas les mêmes questions. Ils réfléchissent, par contre. D'ailleurs, une des questions, ça, c'est un autre truc, ça. Une des questions qui se pose, c'est pas pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font. C'est une question qui ne se pose pas, que je n'ai jamais vu se poser. Nous, on n'arrête pas de discuter, tiens, pourquoi est-ce que Macron se met à faire la réforme des retraites alors personne n'en veut? Au hasard. Pourquoi est-ce que... Hein? Au hasard. Ouais, bah oui, on l'a dans la rue, là. Mais pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font? La question que j'ai beaucoup entendue chez Toyota, c'est pourquoi est-ce que les gens pensent ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qui fait que Macron trouve ça urgent de faire la réforme des retraites maintenant? Pourquoi il pense ça? C'est très, très différent. Ce n'est pas la même question. Ça nous amène d'ailleurs à des endroits complètement différents. Ça nous amène à un regard et une attitude vis-à-vis des gens complètement différents, parce que maintenant, à nouveau, on revient sur l'écart au standard, n'est pas une erreur de motivation, c'est une erreur de pensée. À un moment donné, il se trompe. Tout le monde a le droit de se tromper. Les 30 premières pages du premier livre du Workplace Management de Ono tournent autour de se tromper. Même, Midi, il y a un proverbe japonais qui dit « Même un voleur a raison 3 fois sur 10 ». Donc nous, si on a raison 5 fois sur 10, on a de la chance. Donc, et ça, j'ai posé la question à Arada aussi. Je lui ai dit, mais il y a beaucoup de psychologie, moi qui suis de background psychosociaux, j'ai dit, il y a beaucoup de psychologie naïve quand même chez Toyota, beaucoup d'idées sur comment les gens réfléchissent, sur comment on les motive, comment on les fait sourire. Est-ce que Taichi Ohno s'intéressait à la psychologie? Ouais, pareil, incompréhension totale. Non, c'est un type de production. J'ai réfléchi, il dit, mes familles de samouraïs, ils pratiquaient beaucoup le kendo. À nouveau, on a du mal à comprendre la réponse tant qu'on n'a pas compris la question. Je dis le kendo, vous savez, le kendo, c'est ce truc avec les sabres, on se tape dessus, là. Et donc, j'avais pas compris. Évidemment, je ne comprenais pas la question. Il dit oui, parce que la question du kendo, c'est qu'on passe son temps à essayer d'anticiper l'adversaire, parce que si on l'anticipe mal, on se fait taper dessus. Donc, c'est un sport où on passe son temps à essayer de
d'imaginer les intentions et les raisonnements que va faire l'adversaire, parce que le combat est mental avant qu'il soit avec le cerveau. Et donc, je trouve ça très, très intéressant. Donc, on voit une fois de plus que le problème auquel on répond, et Taishi Ono lui-même, maintenant on comprend, il y a une situation de Taishi Ono que les gens m'appliquent dans tous les sens les plus bêtes du monde en disant le management, c'est une battle of wits avec employees. Pourquoi il dit ça? Une fois qu'on a vu que c'est une situation de kendo, on comprend ce qu'il est en train de dire. C'est que les gens croient un truc, lui, toi, tu crois un autre truc, et à un moment donné, il va falloir comprendre ce qu'il croit, comprendre ce que tu crois pour trouver un compromis et dealer. Sinon, tu te fais taper dessus. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on regarde ce qu'on nous montre et comment on remonte en disant, bon, ok, je comprends la réponse, mais c'était quoi la question? Et c'est là-dessus que les livres comme celui, les témoignages comme ça sont fascinants, parce que pour le coup, ils sont très, très riches en questions qui se posaient. C'est comme le dernier truc qu'il m'a dit là, sur le TPS, j'ai toujours pas compris la question d'ailleurs. C'est les badges doivent être jamais descendre en dessous de 5 Kanban dans un badge. Je comprends très bien la réponse, mais j'ai toujours pas compris la question qui se pose. D'autant plus que plus tard dans le livre, il parle de descendre d'une pièce à pièce. Donc, en fait, je comprends. Oui, c'est pas si clair. Ouais. Mais donc, à nouveau, c'est qu'il y a une question qui se posait. C'est sans doute le fait que descendre en dessous d'un badge d'une heure, c'est crétin. Enfin, je ne sais pas. À un moment donné, on perd forcément en efficacité. Mais il y a une question qui est posée que je ne comprends pas. Tu vas continuer à y réfléchir? Oui. Ce sera peut-être un Tout le monde prochain est livre. très sérieux. On arrive Ouais. à la fin. Vous avez des réactions, des questions, des Commentaires. Peut-être une petite comment question, un des commentaire. insultes. Ah, non, pas d'insultes. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Alors, la question, c'est on parle de strictness, de rigueur, etc. Alors, j'ai pas d'idée là-dessus, hein, c'est une question vraiment ouverte. Avec les nouvelles générations qui n'ont pas forcément les mêmes façons de fonctionner, j'imagine que les katas, les routines, etc., c'est quand même, ça peut être vu comme routinier et barbant. Et la rigueur, je l'associe un peu à ça quand même. Comment on voit la chose? Est-ce que justement c'est un modèle qui marche encore avec les générations d'aujourd'hui? Question ouverte. Le modèle de quoi? De Le sérieux, modèle, de standard, de routine. à l'image de Karate Kid, quoi. Faut être rigoureux, faut s'y prendre tous les jours, faut avoir l'énergie, voir plus loin et avoir une certaine routine et rigueur dans, euh, dans le travail. Ouais, je suis pas sûr que c'est ça qu'il veut dire par strictness. Hein. Moi j'ai pas, enfin, je touche du bois, mais j'ai pas de difficulté avec les nouvelles générations quand on va sur le sujet de ce que vous avez fait là. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est ce que vous comptiez faire? Pourquoi ça va marcher? Dans l'ensemble, c'est une conversation qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, mais dans laquelle ils tombent assez facilement. Hein. Alors, par contre, ils savent plus rien. Ça, c'est un autre problème, c'est que la partie difficile de la conversation, on est très, comme on leur a 20 ans, on a retiré toutes les structures d'éducation. Souvent, ils ont des idées bizarres sur pourquoi on fait les choses. Mais en termes d'aller chercher le problème et d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est pas pensé comme ils pensaient, perso, j'ai pas beaucoup de résistance. Ok, moi je comprends bien. Mais à nouveau, faut décaler. Hein, le strictness, c'est pas d'être strict sur l'application. C'est d'être strict sur la résolution de problèmes. Il y a un vrai décalage là. C'est vraiment pas pareil. Ouais, non, c'est clair. Je mûris ça. Le vrai ligne commence toujours par la même question, c'est quel est le problème que vous essayez de résoudre? Alors les gens vous disent généralement quelque chose un peu bizarre et ils disent mais pourquoi est-ce que vous essayez de résoudre ce problème-là? En quoi c'est un problème? Puis on commence et on part à Ou la partir de ça. discussion. La discussion, c'est la discussion par partir de ça. Et tout est fait pour D'autres actions? discuter pour les coups. Alain, on t'entend pas.
Bon, ouais, non, pour le moment, pas de questions. C'est toujours très, très, très intéressant et intéressant de voir le côté strict plus sur la résolution de problèmes que sur l'application. C'est vrai que ouais, de bien rechercher les causes, de bien travailler là-dessus, c'est là où on apprend, quoi. Et Moi, je me plus tu en fais, souviens plus tu as envie d'en faire. à l'époque de Valeo et de Forestia, les horreurs qu'on a fait, parce qu'ils prenaient des Japonais le côté strict sur l'application. C'est le côté moralisant de l'opérateur. Regarde l'opérateur. L'opérateur ne suit pas le standard. Ouais. Et je me souviens des Japonais que ça rendait dingue, parce que l'opérateur ne suit pas le standard, parce qu'il a une raison de pas suivre le standard. Ah oui, il est gaucher. Ah oui, le standard est écrit pour un doigtier. C'est vraiment pas là qu'était l'effort. Ouais, et quand tu as parlé du sourire, ça, je veux dire, c'est clair que quand les collaborateurs ils commencent à prendre l'habitude et le goût d'en faire, tu vois que ça change complètement leur comportement. Hein. Tu vois que là, ils prennent du plaisir. Hein. Et par contre, il le dit dans le livre aussi, enfin, avant d'en arriver là, il faut vraiment Non, mais avoir pratiqué du Kaizen, d'où l'intérêt d'en faire tous les jours d'ailleurs. Ouais. Et là, on est dans la vraie motivation interne et pas dans la motivation externe. Complètement. Et là c'est le gap. Là, c'est le gap. C'est clair que ça change la vie. Et c'est ce qu'il dit au début d'ailleurs. Hein, c'est je veux, voilà, je sais plus. Ceci étant, vous savez, c'est pour ça que les gens qui tombent dans le ligne, ils n'en ressortent pas. En fait, nous, l'expérience qu'on a depuis qu'on fait l'ILF, c'est qu'il y a peu de gens qui tombent dans le ligne, mais par contre, dans l'ensemble, on en perd assez peu. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils tombent dans la ligne, ils n'en ressortent pas. Bah oui, parce qu'une fois que tu trouves que la vie est plus marrante, c'est difficile d'en revenir. C'est clair. Par contre, la première fois, les pauvres qui ont pu faire du ligne tranquillement pendant un moment avec un patron que ça intéressait, qui se font remettre au pape quand on leur met un affreux bureaucrate qui veut rien entendre parler. Tu sais, dans nos discussions internes, on voit la souffrance de, tu sais, de revenir à des trucs où je me souviens. C'était quoi? C'est un superviseur dans une usine quand j'étais jeune qui me dit moi, il faut qu'il me demande permission avant d'aller pisser parce que commencer à réfléchir, parce que réfléchir, c'est commencer à désobéir. Et je pense que plus personne ne le dirait plus comme ça. Mais ça n'empêche que c'est peut-être pensé. Mais la pratique est quand même. Non, mais on le voit encore dans la. C'est quoi, Félix? C'est ce que tu dis? Parce qu'il a dit qu'il se reconnaissait dans des exemples précédents, je pense. Ah, les exemples précédents, oui. Arrête de faire de ligne. Redeviens normal comme les autres. Tu sais, en anglais, on dit if you can't beat them, join them. C'est pas une religion. Alors, j'aurais une question. Vous m'entendez? Oui, absolument. Alors, justement, là, vous avez parlé du gap culturel entre le Japon et l'Europe, enfin l'Occident. Et j'aimerais connaître votre retour d'expérience. Je suppose que vous avez conseillé et accompagné des entreprises dans le Lean, ou vous les avez aidés à comprendre et à pratiquer le Lean. Quel est le taux de succès en Europe? Là, vous avez dit, quand on tombe dans le Lean, on y reste. Bon, j'espère que c'est le cas, mais dans l'ensemble, comment voyez-vous les choses? Est-ce que le Lean perdure ou alors il se perd pour d'autres raisons? Il y a deux lignes. Il y a le Lean des consultants, qui est en fait du taylorisme avec le mot Lean dessus, et le Lean des gens qui se mettent dans la vraie tradition Lean. Et en fait, c'est assez stable. C'est-à-dire que depuis qu'on fait ça, donc il y a le Lean des patrons qui tombent dans le Lean, et ça, c'est toujours assez stable. Il y a du renouvellement du fait que les gens prennent leur retraite, changent de boîte, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, une fois que le patron est tombé dans le Lean, il n'en sort pas. Après, le Lean des consultants n'est pas fait pour réussir.
Les consultants sont des parasites, ils sont faits pour rincer la boîte, que ce soit avec du Lean, avec ce que vous voulez, avec du 4.0. De toute façon, ce sont des échecs programmés. Donc, il se passe ça. Ça dure 4 ans et c'est un échec. Donc, Je après, vois. il faut savoir ce qu'on appelle le Lean. Donc, les gens qui vont… Voilà, là, le Preshingo, là, c'était pour le réussir en équipe. C'est essentiellement le travail de Nicolas Chartier et Guillaume Paoli. Et ils sont tombés dans le Lean. Je ne les vois pas du tout en sortir parce qu'ils voient la supériorité en 2 choses. Par exemple, c'est typique. Nicolas regarde 2 choses comme indicateur. Il regarde la satisfaction client et la satisfaction des employés. C'est les 2 premiers trucs qu'il regarde et après, il regarde les indicateurs de business. Bon, il ne va pas arrêter de le faire. C'est juste un modèle plus performant. Et là, on le voit parce qu'il y avait une bulle sur leur business et que ça s'est complètement écroulé avec tous les problèmes d'approvisionnement de voitures, etc. Et l'entreprise est beaucoup plus résiliente que tous leurs concurrents qui ont fait n'importe quoi. Ça se voit vraiment, en fait. Donc, pour les patrons, quand ils tombent dans le Lean, la différence de compétitivité, ils la voient. Maintenant, la difficulté, c'est qu'ils sont souvent les seuls à la voir parce qu'il faut justement, comment on cherche une optimisation globale et non pas une optimisation locale. La plupart des gens qui sont dans la boutique ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas parce qu'il n'y a qu'en haut qu'on voit l'ensemble de ce qu'on fait. Maintenant, ces cas-là restent, il y a Alain avec nous aujourd'hui, mais ces cas-là restent rares. Après, il y a toutes les autres démarches Lean qui sont vendues par des consultants. Elles n'ont aucune intention de réussir. Elles n'ont aucun espoir de réussir. C'est juste une couche de plus de mettre de pression pour presser le citron des gens et les dégoûter du travail. Et dans l'ensemble, de ce point de vue-là, ça marche assez bien. Ça me fait penser à l'agilité. Oui, c'est pareil. Des dernières années, oui. Mais tous ces trucs-là, safe, tous ces trucs-là, tous ces trucs-là sont du néo-taylorisme. Il y a à un moment donné, il y a un expert qui vient expliquer aux gens comment mieux organiser le process pour en sortir plus de production. Alors que ce soit de l'agile avec des runs, des trucs, des burn-down charts, des meetings, des rétrospectives, des sprints, des machins, ou que ce soit du lean avec de mesurer les chronomètres, etc. Tous ces trucs-là, c'est toujours pareil. C'est qu'il faut presser le citron plus fort. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le lean. Le lean, il faut que les gens comprennent ce qu'ils font. Donc, le lean part d'une autre hypothèse qui est complètement différente, c'est que quand les gens comprennent ce qu'ils font, collectivement, ça se passe mieux. C'est pour tout le monde, ce qui n'est vraiment pas déraisonnable. Et donc, l'effort est fait sur comment est-ce qu'on comprend mieux ce qu'on fait, et non pas comment on sert les gens en les serrant encore plus fort. Ce qui, en plus, ne marche pas. Oui, tout à fait, oui. C'est extraordinaire. Alors, c'est toujours pareil, comme il y a la tendance, nous en Occident, on fait que serrer les gens, il y a les gens qui sont contre serrer les gens, qui disent il ne faut pas serrer les gens du tout, on va faire de l'entreprise libérée, etc. Et il n'y a pas de raison que ça marche non plus, puisqu'à aucun moment on demande aux gens de réfléchir. Donc la vraie rupture du lean, c'est qu'on ne regarde pas ce que les gens font, ça, ils font ce qu'ils font, ils sont grands. On regarde ce qu'ils ont en tête et on essaie de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Et il les fait réfléchir. Et le mieux, c'est de commencer en interne. Je veux dire, pas faire appel à un consultant externe, mais faire émerger ça à partir des équipes elles-mêmes. Surtout pas. Pour commencer le lean, oui. Le mieux, c'est de commencer par soi-même. Oui. C'est de lire un livre. Je cherchais un livre, le premier qui me tombait sous les… C'est pas en lire un, c'est d'en lire 5 et de commencer à parler aux autres gens qui en ont lu et de commencer à faire des trucs quand on en a lu 10. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un biais très tayloriste et très occidental de lancer. Moi, c'est ce qui m'arrive sans arrêt quand les gens viennent. Quand les gens, parce qu'ils veulent démarrer une démarche Lean, je leur demande, vous avez ouvert un bouquin? Ils disent non, j'en ai pas besoin. Tout le monde sait ce que c'est que le Lean. Bonne chance. Hein. Donc, ça commence par soi et par lire un livre, puis un deuxième, puis un troisième. J'ai le management Lean. Parfait, voilà, c'était celui. Voilà, très bien. Pour commencer, il est très bien. Deuxième livre, après rencontrer les gens qui l'ont fait. C'est ce qu'on fait. Essentiellement, l'Institut Lean France, c'est ça. Hein, il y a une raison pour laquelle l'Institut Lean France ne fait pas de formation.
C'est parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est des rencontres, parce qu'on ne sait pas former qui que ce soit. Par contre, on sait vous faire rencontrer des gens qui l'ont fait et prendre le temps de comprendre un peu le truc, de se faire une idée sur une religion et progressivement d'essayer des trucs. Mais alors, être dans la pression actuelle de dire vite, 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 il faut faire un truc, je prends un truc sur l'étagère, j'essaie de le faire, etc. C'est un échec. À nouveau, c'est un échec programmé. Enfin, je veux dire, c'est sûr que ça va pas marcher. Donc, Dalila, continue à lire. C'est parfait. Eh oui. Et donc, je vais faire la transition vers la fin de notre webinaire parce qu'il est tard. Et je vais même vous proposer pour la prochaine fois, si ça vous dit, de lire un autre livre, puisque j'aurai le plaisir de recevoir Olivier Soulier le 26 avril. Et génial. Formidable. En fait, je l'ai lu en format d'épreuve, mais pas encore le nouveau. Mais le vrai secret du succès de Toyota est dans ce bouquin. donc, soit vous l'achetez d'ici là et comme ça vous aurez plein de questions, soit vous commencez par venir nous écouter le 26 avril et vous venez aussi du coup en profiter avant et ça va vous donner envie, j'espère, de lire ce livre qui est effectivement pour le coup une expérience assez inédite sous forme de livre, en tout cas puisque Olivier a travaillé avec les équipes de Toyota. L'ingénierie de Toyota, c'est très rare. Voilà. Très rare. Et voilà, c'est très rare. Et donc, raconte son expérience et ce qu'il en a appris. Fascinant. Voilà. Et donc, ça va être intéressant de parler avec lui qui dit le chasseur philosophe et l'ingénieur paysan. Mais c'est au cœur de l'ingénierie Toyota. Voilà. Eh bien, Mickaël, bonsoir à tous. merci. Merci. Et puis à à vous tous qui êtes encore là, merci d'être avec nous et d'avoir posé vos questions. Alain qui est avec nous, bonne soirée. Bonsoir. Et puis à très bientôt. Salut, donc, Alain. 26 avril pour ce qui nous concerne, mais plein d'autres choses d'ici là. Donc n'hésitez pas à aller voir le site de l'ILF. Il y a toujours quelque chose qui se passe, des masterclass, des webinaires. Et puis un Lean en France bientôt, 30 juin, 30 juin. à Paris. Bonsoir à tous et merci. Bonsoir. Ouais, salut. Ciao, ciao. Ouais, au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir. Bonsoir.